Bonjour à tous et bienvenue dans Agora. À quelques jours de la 16e édition du marché de la mode vintage, le plus grand rassemblement européen du genre qui se tiendra du 12 au 13 mars à Lyon, l'équipe a voulu rencontrer des passionnés. Marc Curial en est un, ce Lyonnais amoureux des années 50 et 60 l'est aussi des pin-up. Il les peint depuis plus de 30 ans, rencontre dans son atelier boutique situé dans le vieux quartier de Lyon. Bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'accueillir l'équipe d'Agora donc dans votre univers. Je ne saurais pas dire en quelle année on est, vous allez nous le dire, parce qu'on plonge dans l'univers du vintage. Mais pour vous, le vintage, c'est une année, c'est un état d'esprit, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut avoir une définition? Je pense que le vintage aujourd'hui, ça réunit plus des objets, des vêtements et des jouets, tout ce qui peut réunir ce qui était... comme vintage, je veux dire millésime, depuis maintenant les années 80. Mais on peut dire que le vintage va jusque dans les années 20, vu qu'après on passe en antiquité, à 100 ans. Ah oui, c'est vrai, plus de 100 ans. Ouais. Alors, quelles sont les années qui sont représentées autour de nous? Alors, nous, on a une affection pour les années 50 et 60. Après, il peut y avoir quelques objets de 40, parce que c'était aussi des années assez joyeuses. Et puis, après, sur les produits un petit peu plus techniques, comme les flippers, qui étaient plus intéressants dans les années 70, voilà, on va aller plus dans les années 70. Mais on reste dans ces 40 années principalement. Alors Marc, pourquoi aimer être entouré de ces objets-là? Pourquoi vouloir baigner dans ces années-là? Qu'est-ce qui vous plaît? D'une part, parce qu'ils ont une histoire, ce qui est très important. Aujourd'hui, il y a des copies d'un petit peu tout qui peuvent se faire. La seule chose, c'est que c'est des objets qui sont aussi esthétiques, mais sans histoire. Et je trouve qu'un objet, c'est son histoire qui est importante. Donc, est-ce que ça veut dire que ces objets ont plus d'affect pour nous quand on passe le pas de la porte ici, on arrive à se projeter, alors qu'aujourd'hui, quand on va dans un magasin ou dans notre intérieur, on a moins d'affect pour nos objets? Est-ce que c'est ça? Ils ont plus d'âme, ces objets-là, que ceux qu'on a aujourd'hui? Ils ont justement cette histoire et puis ce respect qu'ils avaient avant quand on achetait un tourne-disque. Vous ne pouvez pas imaginer pendant combien d'années les gens étaient heureux avec ce tourne-disque. Toute la famille était autour. Toute la famille, les enfants le partaient en boum avec le sermon de ne pas l'abîmer parce qu'il fallait faire attention à tout ça. Donc voilà, c'est plein de souvenirs, plein de choses. Puis après, il y a un son qui est différent. On a eu toute une collection de Tepaz à une époque et les gens avaient le loisir de choisir justement le son qu'ils désiraient, le look qu'ils désiraient, la couleur qu'ils désiraient, parce qu'on avait vraiment une belle collection. Et c'était assez étonnant de voir, des fois les gens choisissaient un son un tout petit peu grisillard parce que c'est ce qui leur rappelait leurs souvenirs. Et voilà, c'est ça, c'est pas seulement la beauté, c'est pas seulement le bon son. C'était le souvenir qu'on a des choses et de l'écoute des choses, justement. Donc c'est ça aussi, effectivement, le vintage, d'aller chercher dans les souvenirs l'émotion. Alors ça peut être de la tristesse, de la nostalgie peut-être. Mais vous aimez la joie, la légèreté. C'est ce que j'ai. Voilà. Il me semble que c'est plutôt positif pour vous, alors que certains, c'est plus, oh là là, les vieux souvenirs. C'est là le choix de nos objets, c'est qu'on cherche toujours à ce qu'il y ait un côté festif. Alors que ce soit des objets de bar, des anciennes pubs, parce que la publicité avant était pas réfléchie comme aujourd'hui, elle n'était pas aussi sournoise. C'est les objets usuels, comme les vieux frigos, mais tellement ronds, tellement dodus, tellement généreux par leur matière que c'est intéressant. Mais ça peut aller aussi juste du simple porte-clés parce que ça pouvait être une marque qu'on avait consommée ou un souvenir. Enfin voilà, c'était plein de... En fait, on cherche un générateur de bien-être. Au niveau de ces objets, on sait que c'est la tendance, les gens veulent du vintage, donc parfois ça peut coûter cher. Comment est-ce qu'on arrive à donner un prix aux objets vintage? Alors il y a des objets de designer qui sont référencés, cotés, et sur lesquels on a une fourchette de prix. C'est jamais un prix fixe parce que quand on a un objet, il y a un prix qui existe. Il y a une cote, mais il y a aussi une décote. C'est-à-dire que vous avez une fissure, vous avez un petit endroit abîmé, c'est à chaque fois une décote. Donc il faut bien connaître le marché, il faut bien connaître le temps de restauration, s'il y en a un, pour connaître le prix réel. Donc voilà, il y a le côté rareté aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, autre objet dans cette boutique qui n'a pas de prix,
parce qu'elles vous sont très chères, chères à vos yeux, il y a des femmes sur les murs, ces fameuses pin-up. Et ça, on est en plein dans la légèreté, c'est ça, Marc? Ah, c'est exactement le thème que je conseille à tout le monde. C'est le remède en ce moment, pin-up. Une pin-up par jour et c'est le bonheur. Oui, en tout cas, vivez léger. C'est un exemple de vie légère, justement. Alors, ça fait plus de 30 ans que vous les peignez, Marc. On peut aller les voir? Allez, on y va. C'est parti. La recherche d'un souvenir, d'un son, d'une matière, d'une édition limitée sont autant de raisons qui poussent les passionnés dans leur quête du vintage. Dans les yeux des pin-up de Marc Curial, d'autres raisons sont à découvrir avant de les dévoiler direction Saint-Étienne où la nouvelle génération s'empare également du vintage. Avant qu'elle nous donne en quelques jurons un coup de jeune au transport d'objets rares, on fait les présentations. Mathieu Momin, surnommé Papy, stéphanois, il a 23 ans et il est le plus jeune antiquaire de France. C'était les premières caisses nationales fabriquées en France. J'ai mis plus d'un an à la sortir sur une succession. Modèle très rare, tout en bronze et fonctionnel. C'est génial. Authentique, fonctionnel, le jeune Stéphanois a gardé le vocabulaire des anciens pour définir ses pièces. J'essaye du moins d'avoir une sélection avec des produits qui ont un vrai rapport avec le design. Stéphanois d'origine, bien sûr. L'histoire du patrimoine industriel stéphanois qui est absolument énorme m'a guidé aussi beaucoup. Et la majeure partie de mes produits ont été édités dans les années 1900 aux années 50 maximum. Et on était à chaque fois sur de l'innovation ou des objets ou des meubles qui étaient conçus pour durer. Et c'était de l'utilitaire. Aujourd'hui, ma vision, c'est de prendre justement cette fonction utilitaire et d'en faire style dans nos intérieurs contemporains. Un atelier véritable caverne d'Alibaba dont le prolongement sur Internet ne dit pas combien d'objets il propose. C'est gigantesque. Ses clients fouillent rarement les rayons, ils sont au loin. En Suisse, en Asie, aux États-Unis, de fidèles amoureux d'un design authentique avec qui il cumule près de 200 000 clics sur le net. Et à l'étage, un espace plus enclin à déployer nos projets d'intérieur. Et voilà le plaisir de notre autodidacte à son comble. L'antiquaire brocanteur stéphanois n'emploie guère le vocable vintage, très hype dans le monde de la décoration contemporaine, préférant chiner dans des pans d'histoire industrielle. J'ai toujours attaqué, quand j'avais 14-15 ans, à chiner dans les vignes-greniers des petits objets. Très vite, j'ai vu l'intérêt de chaque produit, souvent délaissé, où les gens n'avaient pas le regard de qu'est-ce qu'était vraiment l'objet, son authenticité. C'est des pièces rares, massives. C'est des pièces comme ça qui me touchent vraiment. C'est pas forcément très commercial. Mais c'est des objets massifs. J'ai un gros problème, c'est que tout ce qui est massif, très lourd, démesuré, ça m'attire beaucoup. Donc en ce sens-là, c'est vrai que j'ai toujours de la marchandise un peu démentielle quand même. Ne comptez pas sur ce papy-là pour rester sagement dans les attentes des amateurs de décoration industrielle. Chez lui, tout est authentique et extraordinaire pour faire toucher à ses clients, partenaires et bientôt amis la belle devise qu'il s'est donnée. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Une ambition qu'il partage avec Orson Welles, c'est tout dire. De retour dans le Vieux-Lyon, aujourd'hui l'équipe d'Agora s'est invitée dans l'atelier boutique de Marc Curial. Cet ancien peintre en lettres et spécialiste de la publicité est devenu peintre de pin-up. Femme fatale ou poupée légère, cette icône sulfureuse n'a plus de secret pour lui. Merci beaucoup Marc, on est au cœur de votre sujet, là on est au cœur de l'atelier, merci de nous accepter encore dans votre univers. Alors cette pin-up, quand est-ce qu'elle est apparue dans l'histoire? D'où vient-elle? Il y a une évolution dans la peinture qui s'est faite, notamment en art déco, avec Toulouse-Lautrec effectivement, et puis Mucha qui faisait des poses déjà un petit peu plus structurées, très posées et un peu figées. Et puis elle s'est libérée petit à petit pour devenir un petit peu plus coquine, un petit peu plus sexy. Et puis c'était le prétexte, c'était de voir un petit bout de jambe justement. Donc voilà, elle est née à peu près dans les années 20 et contrairement aux idées reçues, effectivement, elle est plutôt allemande qu'américaine à la base. Marc, et dans votre vie, quand est-ce qu'elle est apparue cette pin-up? Elle est apparue il y a plus de 30 ans. Je faisais de la déco et du coup on a fait toute une décoration pin-up et je me suis au bout d'un moment vraiment retrouvé dans cette peinture. C'était ce que j'avais envie d'exprimer, cette légèreté qui fait partie de moi et que je conseille à tout le monde pour vivre correctement. Ah, parce que vous étiez peintre en lettres, je crois. Donc c'est moins sérieux que les lettres, les pin-up.
Alors qu'est-ce qu'elles ont? Quels sont les critères d'une pin-up? Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques points communs, mais vous allez nous les donner. C'est quoi les points communs? Alors en fait, il y a un code, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une connivence avec la personne qui la regarde. Elle n'existe pas sans quelqu'un qui la regarde. Donc c'est pour ça que c'est toujours des personnes seules, donc elles pourraient être isolées et inquiètes de cet isolement. Et en fait, elles existent lorsque vous les regardez. Vous êtes spectateur et en même temps acteur dans la toile. Alors, vous êtes le voyeur. Alors justement, est-ce que la pin-up est une femme-objet? Est-ce que c'est une icône? Comment la placer? Moi, j'ai du mal à définir. Alors je ne sais pas ce que votre clientèle vous dit quand elle vient. Est-ce que les femmes sont outrées, au contraire attirées? Icône ou objet? Alors non, c'est des icônes, c'est des femmes qui sont totalement libérées, qui n'ont pas les mêmes problèmes que justement la ménagère qui est devant ses fourneaux et qui cherche à faire bien. Elle ne connaît pas du tout ce qu'est le ménage, notamment celle, par exemple, qui aspire son petit oiseau. Ben, elle est obligée de lire sa notice et en même temps, malheureusement, elle aspire son oiseau. Alors, donc c'est pas de la bêtise. C'est pas de la bêtise. Elles sont pas rabaissées. Maintenant, on espère quand même qu'elle trouve la page comment ouvrir comment utiliser l'aspirateur. Voilà. Alors, on voit qu'il y a certaines scènes qui sont répétitives. On le voit soit effectivement la ménagère dans son intérieur, soit en voyage, en déplacement. Quand on les regarde, elles nous invitent à quoi, ces pin-up? Qu'est-ce qu'elles nous disent, à la connivence. En fait, c'est une scénette qui pourrait se passer dans la rue ou devant vous, avec une totale inconnue ou votre meilleur ami. En tout cas, il faut qu'au premier regard, ce soit votre meilleur ami. Mais par contre, elle n'existe pas. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui existe. C'est pas. Donc on ne sait pas leur âge ni leur univers. Vous, par exemple, vous les baptisez. Il y a un prénom? Non. Ah, ouais. Non, elles n'ont pas de nom. En fait, moi, je pars sur un scénario. Je me considère plus comme un raconteur d'histoire, justement. Vous donnez quelques clés? Je donne quelques clés. Je donne un 24e de seconde en clé. Et puis après, il faut qu'ils imaginent le reste. Il faut qu'ils imaginent ce qui va se passer là lorsque le moulineur a totalement enroulé la robe. Comment elle va rentrer chez elle, ou je sais pas, les gens se posent d'autres questions que ça, et voilà. En tout cas, moi je dis voilà ce qui se passe. Quand vous voyez l'une de vos pin-up partir, ça vous fait de la peine ou vous êtes content? Non, comme un papa qui voit sa fille se marier avec quelqu'un de bien, donc non, c'est parfait. Elle aura une histoire et elle va continuer à écrire son histoire. Elle va vivre ailleurs, elle va vivre d'autres choses, elle va avoir d'autres admirateurs, et c'est parfait. Au contraire, je lui souhaite un bel avenir. Eh ben, ce que je vous propose, Marc, c'est qu'on continue sur celle-ci. On va lui écrire son histoire à elle, parce que je crois que, voilà, avec son moulinet, là, il y a un petit problème de robe. Oui. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Merci, Marc. On peut faire quelque chose? Oui, je pense. Un petit bouton, là. On va les recoudre. On recense dans le monde une 50aine d'artistes peintres spécialistes de la pin-up. Marc Curial fait partie des 2 Français les plus renommés. Quand il ne travaille pas pour la publicité ou des clients pros, il se fait un plaisir de peindre la pin-up qui est en vous ou celle de vos rêves. Alors vive le vintage et vive la légèreté.